Mes chers amis, je voudrais vous dire mon immense bonheur, ma joie, de voir que pendant 3 jours à Poitiers, au Futuroscope, eh bien, cet amphithéâtre n'a pas désempli, avec la réunion des cadres, dès vendredi soir, avec une journée plénière hier très riche sur le thème de l'Europe. D'ailleurs, vous avez vu dans les affiches qui nous sont proposées, dans les tracts que l'on va distribuer, que c'est l'UDI et ses partenaires qui bâtira cette Europe à laquelle nous sommes attachés. Et puis, ce matin, pour cette plénière, eh bien, vous êtes encore très nombreux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie politique française. Et la renaissance de l'UDI, ce challenge qu'on a démarré il y a maintenant près d'une année autour de Jean-Louis Borloo. Vous pouvez applaudir Jean-Louis et Yves Gégaud, qui est le grand organisateur de cette journée. Ça peut paraître anodin, mais préparer 3 jours, ça demande un boulot considérable, ça demande de l'enthousiasme, ça demande de la générosité, ça demande surtout une capacité d'organisation. Yves, un grand merci pour ce que tu as fait avec toutes les équipes, avec tous les bénévoles qui appartiennent à toutes nos familles politiques qui ont constitué l'UDI. Et je veux vous dire qu'on a devant nous, je crois, quelque chose de formidable, pour peu qu'on sache aller plus loin, en agrandissant la famille. Vous voyez à quoi je veux faire référence. Ça a été très bien dit hier par Jean-Louis Borloo, ça a été très bien dit par Hervé Morin, et nous devons emprunter cette voie. Et puisque nous sommes au Futuroscope, et que Jean-Pierre Raffarin, hier, a parlé d'un feu rouge. Alors moi, j'ai dit à Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre, la maison t'est grande ouverte, tu viens quand tu veux, tu viens nous rejoindre. Et puis, nous sommes au Futuroscope. Le Futuroscope, c'est René Monory, c'est également Jean-Pierre Raffarin, qui avait justement eu cette vision du futur, qu'on sut bâtir dans cette région, ce Futuroscope qui permet de se projeter dans l'avenir. Alors, mes amis, je voudrais simplement vous faire 2 ou 3 remarques sur la vie politique telle que nous la vivons à l'heure actuelle. Et Yves, ce matin, Yves Gégaud, sur iTélé, le faisait très bien. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de ceux qui sont au pouvoir. François Hollande est arrivé, vous savez dans quelles circonstances. Et là, on allait voir ce qu'on allait voir. La France serait plus juste, il n'avait que ce mot à la bouche. L'action du gouvernement serait cohérente. Le chômage, rassurez-vous, on allait l'enrayer. Les retraites, pas de problème, on revenait sur la retraite à 60 ans. Et par un coup de magie formidable, eh bien, la France repartirait. 1 an après, où en sommes-nous ? Moi, je me souviens de la promesse de François Hollande le 9 septembre 2012. Dans 1 an, j'aurai inversé la courbe du chômage. Nous sommes le 15 septembre. Non seulement il ne l'a pas inversé, mais il y a 400 000 chômeurs de plus. Alors, je vous annonce déjà ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, lorsqu'ils auront fini de trafiquer les chiffres. Eh bien, elle va commencer à diminuer. Mais ce n'est pas l'inversion de la courbe du chômage, ça. Le chômage commencera à vraiment diminuer lorsqu'il sera revenu au moins à un niveau plus bas que celui auquel il était lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Et si nous en sommes là, mes chers amis, si nous en sommes là, c'est qu'il y a eu un matraquage fiscal incomparable depuis maintenant 16 mois. Seulement, ils ont l'art de l'enfumage, tu parles de ça ce matin, Yves, mais ils ne disent pas la vérité aux Français. Et sur ce matraquage fiscal, je voudrais m'y arrêter 1 seconde. 1 seconde. On vous annonce la pause fiscale. Est-ce que vous avez reçu vos petits papiers dans les boîtes aux lettres récemment ? Est-ce que vous avez reçu la pause fiscale? Alors, ça serait Gérard Majac, c'est un bon tour de magie, on pourrait dire, c'est très bien. Seulement, il ne s'agit pas de la pause fiscale. Déjà, ils en ont collé 50 milliards sur la tête. Vous savez, il faut relancer l'économie, créer des emplois. D'ailleurs, on fait sauter les heures supplémentaires, comme ça on accompagne les pouvoirs d'achat. Mais le pouvoir d'achat, pardonnez-moi, c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'il a baissé dans ce pays. Moins 0,9 en 2012. Moins 0,9 en 2012. Et en plus, ils ont massacré nos entreprises et ils ont massacré les classes moyennes. Et pourtant, Jean-Marc Ayrault, de façon très angélique, nous disait à l'Assemblée nationale, 9 Français sur 10 sont épargnés par les hausses d'impôts. On sait ce qu'il en a été. 7 sur 10 payent plus. Et là, la main sur le cœur, à 2 reprises, derrière le président de la République, à 2 reprises, il nous dit pause fiscale. Alors, je vais vous annoncer les bonnes nouvelles, ou plutôt les mauvaises nouvelles, évidemment, pour 2014.
Ça n'est pas que moi, c'est Gilles Carrez, qui est président de la Commission des Finances, qui l'a souligné avec Yves Gégaud, avec Jean-Christophe Lagarde, avec Charles de Courson, où nous essayons, au groupe parlementaire UDI à l'Assemblée, mais Emery de Montesquieu, qui était à la Commission des Finances du Sénat, connaît ça parfaitement, ce matraquage fiscal. Mais il commence par les retraites. On va aller vous piquer dans la poche 0,15%, vous le savez, pour les salariés, pour les retraités. Et ça, en année pleine, c'est combien? C'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros qu'on va prendre dans la poche des entreprises et dans la poche des salariés, année après année. Cela, on ne les compte pas. Cela, on n'en parle pas. La deuxième chose, c'est pour les ménages. Pourtant, il y a pause fiscale. Moi, j'essaye de comprendre. Pause fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne paye pas plus qu'on avait payé l'année d'avant. Eh bien, les bonnes nouvelles sont arrivées. Pourtant, rappelez-vous, septembre 2012, il faut aider les familles. Pour la rentrée scolaire, on va augmenter l'allocation de rentrée scolaire. Eh bien là, maintenant, on fait mieux. Pour tous les parents qui ont des enfants scolarisés, il y a une petite niche fiscale. Et là, on la rabote. Vous savez, il fallait la santé pour tous. On en parlera tout à l'heure, je pense, avec Francis Vercamer, dans le fameux atelier sur le périmètre de la sécurité sociale. Là, ce sont les contrats d'assurance mutualisés. Hop, 1 milliard, on va les piquer. Pas vu, pas pris. Et puis, on ne s'arrête pas là. Il y a le fameux quotient familial, vous savez tout ce que c'est. Le quotient familial, il intervient évidemment lorsqu'on fait son calcul d'impôt. Ben, celui-là, on le baisse. Pas vu, pas pris. On va vous piquer 1 milliard d'euros dans les poches. Et puis, ça a été décidé avant, donc ça ne compte plus. C'est la fameuse TVA. Alors la TVA, on va la passer de 19,6 à 20% au 1er janvier. Mais comme ça a été annoncé il y a quelques mois, on considère qu'elle n'augmente pas. Et pardonnez-moi, elle va augmenter quand? Au début de l'année prochaine. Et ça, c'est quoi? C'est 6,5 milliards qu'on va vous piquer dans les poches. Et puis, il y a cette fameuse contribution écologique, vous savez, la fiscalité écologique. D'ailleurs, là, on a déjà éliminé 2 ministres de l'écologie. Le 3e est un peu déstabilisé, c'est dommage. C'est un garçon très sympa, n'est-ce pas, Momo? Il s'appelle Philippe Martin. Il est président du Conseil général du Gers. Vous avez pu voir qu'autour de la fiscalité écologique, pour le diesel, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. La taxe carbone, on n'entend plus parler. La contribution climat-énergie, on n'entend plus parler. La taxe sur les transports qui va être en fait mise en place au 1er janvier 2014. Là, c'est 3,5 milliards d'euros qu'on va les piquer dans les poches. Alors, mardi, à l'Assemblée, au nom du groupe UDI, j'ai interrogé le gouvernement. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, les impôts vont-ils augmenter en France en 2014? Oui ou non, y a-t-il une pause fiscale? Et ils nous ont répondu, c'est pas lui évidemment, parce qu'il ne pouvait quand même pas mentir à la représentation nationale, même si ça peut arriver souvent. Il a envoyé son ministre Moscovici, qui lui-même, d'ailleurs, dans une grande émission de radio, expliquait « Les Français ont un ras-le-bol fiscal ». Eh bien, vous allez vous faire massacrer l'année prochaine fiscalement. Ce sont près de 15 milliards d'euros d'impôts qu'on ira chercher dans vos poches. Et ce qui est grave derrière tout ça, ce sont les classes moyennes qui vont trinquer. Évidemment, c'est le pouvoir d'achat qui va trinquer. C'est la consommation des ménages qui va trinquer. Et au final, qu'est-ce qui se passera? Ce sont des entreprises qui vont trinquer. Et c'est la France qui va régresser. Eh bien, nous ne pouvons l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce projet qu'on portera ensemble, eh bien, on prendra des mesures déterminées, parce que la pause fiscale, c'est tout à fait possible si on fait des réformes de fond. Alors, mes chers amis, il y a une autre voie que celle qui est empruntée par le gouvernement en matière de fiscalité. Nous n'avons cessé de le dénoncer. Et pas simplement cette dernière année, depuis plus d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, Maurice, n'est-ce pas, Louis, à l'UDF, n'est-ce pas, Jean-Paul Alduy? Nous l'avons fait et nous l'expliquons aujourd'hui. Et croyez bien que ce message n'a que plus de force aujourd'hui. Parce que vous l'avez vu dans vos ateliers, la compétition mondiale, elle est là. Et notre pays doit bâtir un projet qui soit capable justement d'aller de l'avant et de tourner le dos à ces facilités qui étaient d'aller chercher toujours plus d'argent dans les poches des contribuables. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler avant qu'on vous présente les conclusions de ces ateliers, dont je sais qu'ils ont été très riches, et pour vous montrer la mobilisation, vous étiez plus de 600 dans les salles ce matin, dès 9h30 du matin. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans la vie politique française. Je vais vous parler des retraites. Vous avez quelqu'un qui est sur ce plateau, qui s'appelle Muriel Boulmier, qui nous vient de Lot-et-Garonne, qui est une élue locale, et qui, avec moi, au nom de l'UDI, a fait un boulot considérable. Parce qu'à l'UDI, nous croyons au corps intermédiaire, nous croyons au dialogue social. Eh bien, nous avons, depuis le mois de juin, auditionné l'ensemble des partenaires sociaux. L'ensemble, je dis bien. Au-delà de ce que l'on peut faire à l'Assemblée, au Sénat,
puisque nous avons démarré également à l'Assemblée l'audition cette semaine. Tous veulent que les lignes bougent, tous, sauf peut-être un ou deux où il y a encore un peu d'archaïsme, disons-le, puisqu'on doit se parler avec sincérité. Mais la réforme des retraites, mes chers amis, là encore, promesse du candidat Hollande non tenue. Non tenue. Et vous verrez que dans le débat sur la retraite à l'Assemblée, on leur sortira le verbatim complet. Ça, c'est Momo, il m'a dit un jour, tu sais, il faut toujours que tu gardes tes références, et puis le bon moment, tu les sortiras. Donc, tu vois, Momo, j'ai obéi, j'ai écouté, j'ai consigné les déclarations des uns et des autres, et il y aura donc, dans les prochaines semaines, quelques petites phrases que je suis allé chercher dans la bouche, naturellement, des responsables politiques. La réforme des retraites est indispensable. François Hollande, lorsqu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « je reviendrai sur la retraite à 60 ans ». Alors ils sont revenus, oui, partiellement. 40 000, 50 000 salariés. Mais les autres, on leur a menti. Mais on leur a menti, et parce que cette réforme de revenir sur l'âge de 60 ans, ça n'est pas possible. Tout simplement pas possible. Les 20 milliards d'euros qui nous manquent, mais il y a les jeunes qui sont ici, les générations qui arriveront derrière nous. On ne peut pas leur laisser des dettes abyssales. Et donc, merci, c'est la jeunesse qui applaudit. Et donc, c'est l'esprit de responsabilité. Et là, je ne vais pas vous surprendre. Cette réforme est une non-réforme. Pire, elle est injuste. Pourquoi elle est injuste? Je l'ai dit tout à l'heure, on vous pique de l'argent dans la poche pour cotiser plus, 0,15 pour les salariés, 0,15 pour les retraités. On invente même un nouveau mot, on désindexe les retraites. Désindexer les retraites. Il faut au moins avoir fait normal sup, HEC, la grecque de je ne sais pas quoi, pour comprendre ce que ça veut dire. Rassurez-vous, moi, dans ma circonscription, dans mes villages de Beauce, ils savent que désindexer, ça veut dire baisser. Ils ont bien compris. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut baisser le niveau des retraites? Est-ce que vous croyez qu'on peut laisser les régimes spéciaux tels qu'ils sont en place? Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des modes de calcul publics et privés qui restent comme ils le sont? Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez qu'on pourra continuer d'aller prendre dans le budget général de l'État 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien de milliards, pour équilibrer les régimes spéciaux? Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel. Il s'agit de dire qu'il faut, de façon calme, de façon apaisée, une convergence entre tous les systèmes. Il s'agit de dire que si on vieillit plus longtemps, on cotisera plus longtemps. Il s'agit de dire que la réforme de 2010 que nous avons accompagnée, eh bien, il faudra l'accélérer parce qu'on ne peut pas laisser un pays s'endetter comme il le fait. Parce que les banquiers nous regardent, parce que les partenaires européens nous regardent, parce que la Commission européenne, qui a bien voulu qu'on décale notre déficit de 3% à 3% dans 2 ans, en clair qu'on nous laisse 2 années supplémentaires pour revenir au déficit exigé, elle regarde ce qu'on appelle ces fameuses réformes structurelles. Eh bien, là encore, l'UDI, mes chers amis, aura une voix forte au Sénat, à l'Assemblée, pour dire quelles sont nos propositions, quelles sont nos réformes, des réformes justes, pas uniquement une réforme sur la pénibilité. Imaginez, je m'arrête une demi-seconde là-dessus, sur la pénibilité. Certes, on avance. Il y a une espèce de compte à points qui est ouvert, qui est plafonné à 100, je ne vous fais pas les détails. Il faut déjà avoir un boulot pénible pendant 5 ans pour pouvoir adapter la formation des individus qui sont dans les entreprises, ou sont dans les entreprises publiques ou privées, ou même dans l'administration. Ça veut dire que les 5 premières années, on ne peut pas modifier les postes des salariés, uniquement on les adapte pour une formation nouvelle. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et pour moi, la pénibilité, Muriel, nous l'avons dit à chaque fois, ce n'est pas la réparation lorsqu'on est à la retraite, c'est faire en sorte, justement, que pendant le cursus professionnel, on soit capable d'adapter les postes plus qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Alors, mes chers amis, je m'arrête là, vous dire que c'est une belle page qu'on ouvre aujourd'hui à Poitiers. Dans 1 an, je pense que l'UDI aura encore fait beaucoup de chemin, d'autant plus que les déclarations de l'ancien Premier ministre vont beaucoup nous aider. Je ne vois pas comment les centristes de l'UMP ne peuvent pas venir nous rejoindre dans les meilleurs délais. Alors, il nous faudra des jeux d'alliance clairs, il nous faudra une stratégie claire, il nous faudra un projet ambitieux. Ce projet ambitieux, nous le porterons tous ensemble. Et je termine par une dernière phrase. Vous savez, les devoirs de vacances des ministres, c'était l'État stratège. Donc, Jean-Marc Ayrault a écrit à tous ses ministres. Vous allez réfléchir, devoirs de vacances, partez pas loin, évidemment, à 3 heures maximum, et vous allez réfléchir à ce que c'est qu'un État stratège en 2025. 2025. Pour moi, l'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait à la rentrée, là? Vous allez dire aux chômeurs, en 2025, on va voir si oui ou non on peut adapter tel ou tel dispositif pour vous accompagner dans le retour à l'emploi. Pas du tout.
Et alors, j'ai regardé quelles étaient les réponses de Cécile Duflot. Cécile Duflot nous disant, dans le texte, « J'espère qu'en 2025, on pourra trouver un logement et que ce sera une étape plaisante de la vie. » Bon Dieu, tout un programme. Et Pierre Moscovici, un lui extraordinaire, « Je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y ait le plein emploi. » Je crois que c'est une réponse absolument exceptionnelle pour les uns et pour les autres. Alors, je voudrais terminer en vous disant que je crois qu'on peut remercier Jean-Louis Borloo du travail considérable qu'il a fait. Jamais je ne laisserai dire que c'est un intérimaire du spectacle, comme j'avais pu le lire à un moment ou à un autre. Il est là et il tient la boutique du matin au soir. Il le fait avec l'énergie, l'enthousiasme et puis un talent particulier. Ceux qui étaient avec moi à l'Assemblée la semaine dernière, lorsqu'il y a eu le débat sur la Syrie, je crois que le plus beau discours, celui qui avait de la vision, celui qui traçait la ligne, et d'ailleurs on y revient, je ne sais pas ce que va raconter Hollande ce soir, simplement il va dire qu'il n'y avait pas de place dans l'avion Paris-Genève pour qu'il puisse aller siéger à côté de M. Kerry et puis du Russe, parce que manifestement la France était absente des discussions. Jean-Louis avait tracé pour la Syrie cette voie qu'il fallait explorer, une voie diplomatique qu'il fallait en référer aux Nations Unies. Je crois qu'on a la chance d'avoir un président, et il nous appartient à tous de l'accompagner, pour que ces chapelles deviennent une cathédrale, et que nous soyons, mes chers amis, la vraie force d'alternance. Vive l'UDI, vive la France!